Bonjour, bienvenue au webinaire de présentation du master spécialisé Système de transport ferroviaire et urbain. Je me présente, je suis Federico Antoniazzi, je suis le directeur de ces masters pour l'école des ponts Paris Tech et je voudrais introduire mes collègues. Tout d'abord, Chloé. Je suis donc Chloé Houtin, j'ai suivi la formation en 2021-2022 et je travaille pour SNCF Réseau, je suis chef de projet de développement. Ensuite, Walter. Oui, bonjour à tous, Walter Schoen, donc je suis professeur à l'Université de technologie de Compiègne. Bon, j'ai aussi eu un parcours ferroviaire chez Alstom et Siemens. Dans le master, je coordonne les modules sécurité ferroviaire et signalisation ferroviaire, dont on reparlera un petit peu plus tard. Et enfin, Didier. Oui, bonjour, donc je suis Didier Lerx. Moi, je suis responsable de la spécialité génie électrique et informatique industrielle à l'INTA Hauts-de-France. Et par ailleurs, donc, pour le master ferroviaire, je coordonne donc les modules matériel roulant qui se déroulent à Valenciennes. Ok, très bien. Donc, tout d'abord, on va dérouler une brève présentation du master. Donc, ces masters, comme vous le voyez, est proposé par les 3 écoles partenaires qui sont l'école des ponts Paris Tech, l'INSA Hauts-de-France et l'UTC à Compiègne. C'est un master spécialisé, reconnu par la conférence des grandes écoles et qui délivre aussi un titre d'expert international en système de transport ferroviaire et urbain, reconnu par les RNCP, les registres nationaux des compétences professionnelles, titre qui a été renouvelé tout récemment pour une durée de 5 ans et qui permet notamment l'accès aux candidats en alternance, en contrat de professionnalisation dans les entreprises du secteur. Donc, ce master a été conçu à l'origine en 2008 à la demande des entreprises partenaires de la formation qui, comme vous le voyez à l'écran, sont SNCF, le groupe RATP, Hitachi, Siemens et Alstom qui a fusionné donc avec Bombardier. Nous avons également les soutiens de l'EPSF, l'établissement public de sécurité ferroviaire, ainsi que de l'AFD, l'Agence française de développement. Alors, ce programme avait a toujours d'ailleurs comme ambition celui de pallier un manque de formation de haut niveau en ingénierie des systèmes ferroviaires. L'objectif est donc de former des ingénieurs et cadres à fort potentiel destinés à des fonctions de management de haut niveau, que ce soit donc dans le management des projets, dans l'ingénierie ou plutôt dans la recherche et développement, dans donc les systèmes ferroviaires, y compris dans la gestion de toutes les interfaces entre donc infrastructure, exploitation, matériel roulant, signalisation, etc. Mais aussi d'avoir une bonne compréhension des enjeux économiques et institutionnels, tant à l'échelle française que européenne et je dirais même internationale. Il y a donc une orientation absolument professionnelle dans ces masters avec des intervenants qui pour la plupart viennent effectivement des entreprises du secteur pour un total de 450 heures de cours qui sont répartis donc dans plusieurs modules, 16 tout au long de l'année. Donc, avec une alternance d'une semaine sur 2, une semaine en entreprise et une semaine en formation. Nous avons donc des intervenants qui, pour la plupart, proviennent des opérateurs, des bureaux d'études, des institutions ou aussi de l'académie et de la recherche. Et ce qui est très important aussi à souligner, c'est que donc les masters permettent notamment donc de créer un réseau pour les candidats et les étudiants qui les fréquentent dans l'ensemble du secteur et notamment à travers la rencontre entre étudiants, entre candidats, mais aussi avec les différents intervenants. C'est une formation qui donc est
cible, je dirais, l'excellence française dans ces domaines, celui des transports ferroviaires et urbains, mais qui se tourne aussi vers l'international. Donc, comme je l'ai dit, donc c'est un format exécutif avec 16 semaines de formation qui se déroulent à partir du septembre jusqu'au mois de juin. Il y a tout au long de l'année aussi des événements professionnels comme des tables rondes, des conférences, des visites. Et donc, comme je l'ai déjà dit, c'est 450 heures de cours tout au long de cette année. À la suite donc de la période de formation jusqu'en juin, il se déroule la période de test professionnel en entreprise, donc qui va de juillet à novembre. Novembre étant les mois consacrés en fait aux soutenances, donc pour clôturer l'année et demie de master. Donc, les différents modules concernent les différents domaines qui concernent à la fois le transport ferroviaire urbain. Donc, on a dit tout ce qui concerne l'infrastructure, mais aussi l'exploitation, les matériels roulants, la signalisation, mais encore l'économie, l'organisation des acteurs ou les institutions. Donc, ces cours sont répartis entre les 3 écoles partenaires. L'école des ponts donc à Champs-sur-Marne, l'UTC à Compiègne et l'INSA Hauts-de-France à Valenciennes. On y reviendra par la suite. Là, vous avez simplement le déroulé en fait du programme de formation avec la définition des différents modules et sur la droite donc les responsables des modules qui encadrent pendant la semaine les différents intervenants. Donc, comme vous le voyez, vous avez à la fois des universitaires, notamment de l'OMPC, de l'UTC, de l'INSA Hauts-de-France, mais aussi des gens provenant des entreprises qui sont Alstom, SNCF, RATP, etc. Alors, donc, depuis 2008, nous avons formé plus de 400 alumni. Cette année, nous sommes à la 15e promotion. Comme vous voyez, les alumni qui ont fréquenté le master proviennent des différentes entreprises que j'ai citées, mais aussi d'autres. Une partie assez importante donc est dans le groupe SNCF, mais aussi dans Alstom et également dans les autres entreprises du secteur, que ce soit des constructeurs de matériel roulant, des exploitants ou encore des bureaux d'études. C'est une formation qui est reconnue donc par les secteurs et les anciens élèves sont réunis à l'intérieur d'une association qui s'appelle l'AMF, Association des élèves du master ferroviaire, qui est très active aussi pour aider à la fois donc les étudiants, mais aussi ceux qui sont diplômés du master. Ça crée effectivement un réseau très soudé de professionnels et ça permet également l'organisation d'événements, de conférences, voire des soirées plus associatives, je dirais. À noter également que plusieurs anciens du master aujourd'hui sont également intervenants dans les programmes de formation. Donc, les dispositifs d'admission, vous pourrez trouver tous ces renseignements à la fois sur notre site internet qui s'affiche en bas de la page ou sur la plaquette. Donc, les droits d'inscription sont de 16 000 € pour les entreprises partenaires, qui sont celles que j'ai citées au début, 16 500 pour les entreprises non partenaires et 13 500 pour les individuels net de TVA. Comme je l'ai dit, ce qui est très important, c'est que la formation est reconnue au RNCP, ce qui permet effectivement de l'intégrer via un contrat de professionnalisation. De cette manière, les entreprises prennent en charge une partie, en tout cas, du coût de la formation. Et il est possible également d'utiliser son CPF pour financer une partie de cette formation. Donc, la prochaine rentrée est prévue le 11 septembre 2023. Les recrutements sont aujourd'hui ouverts. Donc, les entretiens se passent jusqu'au fin juin 2023. La seule particularité, c'est que pour les candidats provenant des entreprises, donc partenaires de la formation, cette sélection est d'abord faite en interne pour ensuite donc rejoindre les quotas du master. Je reviens également sur un événement marquant qu'on organise tous les ans, c'est les voyages d'études.
Donc, pour 2022, on a organisé un voyage d'études sur le thème de l'ouverture à la concurrence au mois de juin en Italie et en Allemagne. Les étudiants ont donc eu la possibilité de visiter des centres techniques, des centres d'exploitation, rencontrer des professionnels du secteur. Cela participe, comme je le disais, à l'ouverture internationale du master, permet effectivement d'acquérir des connaissances et aussi élargir en fait son expertise au-delà du cas de la France. Donc, juste pour approfondir sur deux aspects, donc tout au long de l'année, les modules donc sont évalués à travers soit des études de cas, des projets en groupe, voire aussi des évaluations, des examens plus classiques. Il y a également un module qui concerne un projet de transport à l'international qui, lui, se déroule tout au long de l'année de formation, en tout cas à partir de septembre jusqu'au mois de mai, et qui concerne un projet de transport dans les pays en développement. Ce projet est traité en groupe par les élèves. Donc, en plusieurs groupes, il y a plusieurs projets qui sont attribués et ces projets sont sélectionnés, identifiés et sélectionnés par l'Agence française de développement qui accompagne également les élèves dans le déroulé donc, de cet exercice qui vise donc à construire en fait, à concevoir un système de transport ferroviaire ou urbain dans un pays en développement. Tous ces projets font l'objet donc d'un rapport à la fin qui ensuite est résumé en anglais dans un yearbook que tous les ans en fait on publie et qui est mis à disposition via les sites du master ou diffusé aussi à l'ensemble des intervenants qui peuvent être intéressés par ce type de sujet. Donc, comme vous voyez, là, j'en ai juste mis pour les 3 dernières années l'exemple de certains types de projets dans les pays en développement qu'on traite dans le cadre du master. Et pour finir, donc, comme je disais, à partir du mois de juin et jusqu'en novembre, c'est la période dédiée à la thèse professionnelle. Cette thèse est réalisée par chaque élève, donc de façon individuelle, au sein de son entreprise. Donc, soit un sujet qui peut intéresser à la fois l'élève, mais aussi l'entreprise dans laquelle il est accueilli, soit en stage, soit en tant que salarié. Et donc là, ça fait l'objet d'un développement un peu plus poussé, je dirais, en fonction à la fois du profil et des thématiques qui sont choisies. Donc, ça peut concerner les différents domaines qui sont traités dans le master, c'est-à-dire soit l'infrastructure ou le matériel roulant, encore la signalisation, mais toujours avec cette approche de système, cette vision d'intégration qu'on essaye de développer à travers les masters. Il est à noter aussi que plusieurs de ces thèses professionnelles, à la suite donc de la soutenance, ont fait l'objet de publications scientifiques, notamment dans la revue générale des chemins de fer, parce qu'il s'agit effectivement de sujets qui peuvent intéresser l'ensemble du secteur. Voilà, donc j'en ai terminé pour la présentation. Je vais laisser la parole aux autres intervenants donc pour rajouter des aspects spécifiques. N'hésitez pas donc à visiter les sites du master qui s'affichent à l'écran, dans lesquels vous trouverez aussi les liens d'inscription pour la rentrée prochaine. Donc voilà, je passe la parole à Chloé pour son petit exposé. Bonjour à tous. Du coup, moi, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est finalement mon parcours professionnel. Voilà ce que j'ai fait et comment j'ai vécu cette année de master et en quoi ça m'a enrichi, on va dire. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je m'appelle Chloé Houtin. Je suis actuellement chef de projet à la SNCF. J'ai 35 ans. Ça veut dire que quand j'ai postulé au master, j'en avais 33, donc un peu plus d'une dizaine d'années d'expérience professionnelle dans le domaine du transport. Moi, initialement, je suis ingénieure en hydraulique, donc en hydraulique pluviale et fluviale. Et puis, au fil de mon parcours professionnel, je suis entrée à la SNCF donc, pour faire des études hydrauliques. Puis, au fur et à mesure, j'ai fait des études ferroviaires. J'ai fait des études préliminaires multimétiers.
Je suis devenue aussi chef de projet ensuite pour acquérir plutôt une vision plus terrain et un peu plus opérationnelle malgré tout du métier. Et ce parcours-là, il m'a permis de me dire que finalement, tout le monde, en tout cas à la SNCF, mais je pense que ça se vérifie globalement, les gens, ils sont chacun bons dans leur domaine, dans chacun de leurs domaines. Là où ça pêche, en règle générale, c'est aux limites des domaines, c'est aux interfaces entre tout. Et du coup, moi, c'est ça qui me plaît, c'est la gestion des interfaces qui me meut, on va dire, dans mon quotidien professionnel. Et c'est ça que j'avais envie de mieux comprendre. Donc moi, je suis issue j'ai un bagage technique plutôt génie civil, mais j'avais envie d'acquérir une vision avec plus, autant sur la partie administration et institution du ferroviaire, européenne, française, etc., sur un peu plus le génie électrique, l'exploitation, le matériel roulant, où alors là, je n'y connaissais strictement rien. Et donc, c'est ça qui m'a poussée à postuler au master ferroviaire. Alors, un petit travail à SNCF Réseau, en fait, il y a une présélection de la part des responsables des ressources humaines de la SNCF qui se fait à partir de mi-mars. Et donc, on a été sélectionnés, on est 4 ou 5 suivant les années à être sélectionnés de SNCF Réseau pour être présentés et participer au master. SNCF Réseau, contactez vite votre RH si vous souhaitez postuler cette année. Voilà, donc moi, c'était vraiment pour avoir une vision globale du monde du ferroviaire, qui est quand même un monde vraiment, à mon sens, d'avenir, intéressant, riche et vraiment extrêmement complexe. À tous les niveaux, il est extrêmement technique comme au niveau institutionnel, finalement. Donc, on va dire que l'intérêt du master réside pour moi dans cette. On a des modules qui sont vraiment très techniques. Alors, on a à la fois une première base, on va dire, une première base technique, mais aussi qui est quand même métier, franchement, très poussé. Enfin, moi, en génie électrique, par exemple, en signalisation, j'ai voilà, on va quand même dans un certain détail, on en ressort vraiment grandi, quoi. De la même manière, l'exploitation, je ne connaissais pas, le matériel roulant, comme je vous l'ai dit, etc. Ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est que pendant tous les modules qu'on a, on a à la fois des cours donc sur des domaines précis et techniques, et on a aussi des conférences qui sont données par des acteurs clés du métier ou du secteur, on va dire. Et l'intérêt, c'est qu'on a on a vu qu'on a fait le voyage d'études sur le thème de l'ouverture à la concurrence. Ce thème-là, forcément, il est clivant. Tous les intervenants n'ont pas le même avis sur la question. Et du coup, d'avoir des conférences par des gens qui ont des avis différents, ça nous aide vraiment à construire justement à nous une analyse critique. Et ça, c'est fait dans l'intégralité des domaines et pour tous les modules. Et ça, c'est une véritable avis du master. Et encore un des points qui sont, à mon sens, vraiment, vraiment intéressants, c'est le fait qu'on fonctionne par projet. Donc, Federico vous l'a présenté, ce qu'ils appellent un mini-projet. Non, hein, moi, je trouve, c'est un projet qui a lieu du début de l'année jusqu'à mai. On travaille en groupe. Ça aussi, c'est un point majeur du master, c'est qu'on travaille en groupe qui sont le plus mixés possible. Nous, on était 4. Donc, moi, je viens de SNCF Réseau. J'étais avec quelqu'un qui avait aussi 10-12 ans d'expérience professionnelle et avec 2 jeunes. Alors, jeunes, j'entends par jeunes sortis d'école qui venaient de finir leur bac plus 5 et qui prolongeaient leur scolarité avec le master. Et du coup, rien que de devoir travailler avec des gens de cet environnement différent, ça tire tout le monde vers le haut. Autant les jeunes, ils nous apprennent des manières de fonctionner qui sont différentes. Ils ont encore toute leur scolarité toute proche. Et évidemment, quelqu'un qui est d'une autre entreprise, que moi, Alstom, je les côtoie, mais par le biais de contrats, et vous imaginez bien que ça ne se passe pas forcément toujours de manière extrêmement fluide. Avec un collègue du master, c'est vraiment les échanges qu'on peut avoir, ça fait partie des choses. Le réseau qu'on en sort, l'association des anciens élèves,
toutes les conférences auxquelles on peut être convié au fur et à mesure de l'année. Ça, c'est vraiment des points très, très forts du master qui nous tirent tous globalement vers le haut. C'est une grosse partie pour moi de l'intérêt du master, qu'il ne faut pas négliger, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire après? Voilà, dans les points d'attention, je voudrais dire. Donc moi, je l'ai dit, j'avais un petit peu d'expérience professionnelle. Donc revenir sur les bancs de l'école, c'est pas si simple. En fait, on oublie facilement ce que c'est que de rester assis pendant 8 heures à écouter quelqu'un. Mais l'avantage du master, c'est que les premières semaines sont plus light que la suite. Donc ça va vraiment, il y a une vraie progression aussi dans le travail à réaliser. Et c'est très bien fait. Il faut pas oublier que ce master, alors certes, il est fait en alternance. La semaine où vous êtes en cours, c'est une semaine intense. Il faut vraiment pas le négliger. Il y a vraiment du travail personnel. Chaque module on est noté, on va dire, pour chaque module, ou quasiment tous, le vendredi. Donc, avec soit une présentation orale qu'on fait encore une fois dans un travail de groupe, soit un rapport écrit à rendre, soit quelque chose d'un petit peu plus scolaire avec un devoir sur table. Donc, il y en a pour tous les goûts. Et je pense vraiment que ça aussi, c'est vraiment intéressant le fait que ce soit pas toujours une manière de noter et que tous les intervenants sont bienveillants. Le but, c'est que tout le monde comprenne et que tout le monde s'élève. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais il ne faut pas négliger qu'il y a quand même pas mal de travail personnel. Faut pas l'oublier. Après, donc, on est en alternance une semaine sur 2. C'est moi qui grésille? Ouais. On est en alternance une semaine sur 2. Si vous habitez comme moi à Marseille, Marseille, c'est encore plus loin de Valenciennes. Donc, il y a aussi des temps de transport, enfin, une organisation personnelle à mettre en place qui se fait évidemment, mais pendant 10 mois, sachez que vos week-ends seront un petit peu courts. Mais très franchement, ça vaut le coup. Moi, je trouve vraiment que ça, ce que j'en retire, autant au niveau du réseau, autant au niveau de mes connaissances, de mes compétences, tout le travail de groupe qu'on a pu. La vision système, vraiment, qu'on acquiert ensuite. La vision système, elle vous permettra peut-être de changer de travail, peut-être pas de changer de travail et d'être plus performant dans votre travail et de mieux comprendre. Vous, de toute manière, vous comprendrez mieux, vous, ce que vous faites quotidiennement, à quoi il sert globalement. Et du coup, forcément, on fait mieux son travail, on est plus pertinent dans son travail quand on comprend le schéma global. C'est, à mon sens, vraiment, vraiment important. Et enfin, je terminerai par la thèse, qui est un gros morceau à pas négliger. C'est un sujet que chacun choisit. C'est à vous de le choisir. Du coup, c'est à vous d'anticiper. Et cette thèse professionnelle, elle peut clairement être un tremplin pour la suite. C'est-à-dire, suivant avec qui vous allez travailler, parce que vous aurez un directeur de thèse aussi au sein de votre entreprise, sur quel sujet vous allez travailler. Le but, évidemment, de prendre toutes les connaissances qu'on aura apprises et les mettre sur le concret pendant la thèse. Et ça vous permettra peut-être de changer de travail après, peut-être de vous intéresser à un autre domaine, de rencontrer des gens différents. Enfin, vraiment, ça, c'est un tremplin. C'est un vrai tremplin pour la suite de la carrière professionnelle. Et je vous invite vraiment à en discuter le plus tôt possible autour de vous, de votre famille professionnelle, parce que tout le monde a vraiment des bonnes idées. Et c'est vraiment un sujet, enfin, c'est un gros morceau du master et c'est un gros morceau qui est extrêmement intéressant. Voilà, je pense que j'ai essayé de balayer un petit peu toutes les composantes, tout ce qui m'a un peu marqué du master. Moi, je voudrais vraiment finir pour vous dire que moi, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement enrichissant, qu'on ressort avec vraiment des compétences et des compétences techniques aussi. Dans les modules, on va vraiment au bout des choses. On apprend vraiment des choses. C'est pas du tourisme intellectuel, très loin de là. C'est très poussé. C'est enrichissant de manière humaine aussi. Pour le réseau, pour votre carrière, ça vous ouvre l'esprit. On a une véritable système à la fin du master. Moi, je vous enjoins à postuler si vous posiez des questions. Merci Chloé pour cette belle présentation qui complète effectivement notre vision.
j'ai oublié de vous dire, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, dans la chat à les poser et on essaiera de répondre par la suite. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Didier qui nous parle un peu du rôle de l'INSA Hauts-de-France dans le cadre de ce master. D'accord. Oui, bah alors déjà, l'INSA Hauts-de-France est situé, donc, comme on l'a déjà dit, donc, à Valenciennes. Alors, l'intérêt, bah, c'est qu'on est au cœur du ferroviaire, hein, avec la proximité notamment donc, d'Alstom, de l'Agence européenne du ferroviaire, du centre d'essai ferroviaire, et puis on n'est pas loin non plus hein, d'un beau système qui est Eurotunnel. Donc, on en profite hein, à l'occasion donc, des modules se déroulant à Valenciennes bah, pour faire des visites hein, sur ces différents sites. Hein. Ça a tout leur intérêt. Hein, de montrer par exemple au centre d'essai ferroviaire du matériel de signalisation, du matériel d'infrastructure. Donc voilà une des raisons essentielles pourquoi une partie donc, du master se déroule à Valenciennes, hein, notamment pour les parties modules matériel roulant. Alors, je peux peut-être revenir un petit peu sur le contenu donc, des modules. Hein. Il y a 4 modules donc, à Valenciennes. Un premier module qui s'appelle Présentation technique des systèmes de transport, qui est un module assez généraliste, où il y aura notamment de la réglementation européenne, il y aura des cours sur l'alimentation électrique et caténaire, sur l'infrastructure ferroviaire, les principaux types de transport guidé. Il y aura la visite donc, au centre d'essai ferroviaire et de l'établissement d'Alstom Petite Forêt. Et puis, donc, la partie également signalisation. Hein. Donc là, on est sur toujours, hein, comme l'a bien précisé Chloé, sur une approche système et on va regarder donc, les différents sous-systèmes qui composent ce système. Après, donc ça, c'est un module assez généraliste. Il y en a un deuxième qui s'appelle donc conception donc, générale d'un projet de système de transport, où là, eh bien, on va regarder 3 types de systèmes, notamment le système métro, le système tramway, et puis donc le système grande vitesse. Donc, à chaque fois, avec des intervenants donc, du domaine, hein, de différentes entreprises, que ce soit Siemens, hein, Alstom, Systra, Ingérop, avec des intervenants donc, qui ont un passé dans ce domaine. On a après les 2 modules matériel roulant. Alors ça, ce sont des modules qui sont un peu plus approfondis. Donc un premier qui s'appelle donc conception donc, et maintenance, et puis le deuxième hein, qui se nomme roulement et aménagement. Et d'ailleurs, donc à l'occasion de ces 2 modules, il y a à réaliser donc un projet de conception donc de matériel roulant. Alors, il y a différents types de projets, conception de métro grande capacité, conception d'un TER grande vitesse, d'une automotrice grande vitesse, par exemple. Si je détaille peut-être un peu plus le contenu de ces 2 modules matériel roulant, donc il y a notamment tout ce qui est expression fonctionnelle du besoin et tout ce qui est dossier d'appel d'offres du matériel roulant. Il y a tout l'aspect également architecture du train et de ses principaux composants. Il y a l'aspect caisse, aménagement. Une conférence très intéressante sur le design du matériel roulant. Ensuite, il y a l'aspect freinage, l'aspect maintenance, comme on l'a déjà dit. Tout ce qui est innovation également. Hein, c'est important de voir ce qui se profile hein, dans les années et dans les décennies à venir. Et puis, sur le dernier module, on est plus sur l'aspect génie électrique, avec tout ce qui est conception d'une chaîne de traction ferroviaire, donc de l'alimentation, de la caténaire, donc finalement jusqu'aux roues, et puis l'aspect bien évidemment hein, contrôle-commande. Voilà, bon, on pourra peut-être mettre, je ne sais pas, Federico, les emplois du temps, ou plutôt les contenus des différents modules, peut-être dans le chat, je ne sais pas trop. Voilà. Merci Didier. Oui, j'ai affiché donc effectivement le programme de formation à l'écran. Je laisse maintenant la parole à Walter pour nous parler donc de la contribution notamment de l'UTC à ces masters.
Oui, bonjour. L'UTC, donc Université de Technologie de Compiègne, donc troisième école co-accréditée du master. Donc j'y coordonne 3 modules, comme on le voit là sur la diapo qui est à l'écran. Donc sécurité ferroviaire, qui bien que coordonnée à l'UTC a lieu à l'ENPC en fait, où on va commencer par sensibiliser sur l'importance de la sécurité ferroviaire dans le métier, hein. On l'oublie peut-être trop souvent quand on vous demande ce que vous attendez du train. Vous parlez en premier lieu de ponctualité, mais la sécurité ferroviaire, elle est tellement évidente, elle va tellement de soi qu'on n'y pense même plus. Et en fait, elle est absolument fondamentale. Donc, on explique son importance, et puis après, on rentre dans les détails d'un certain nombre d'aspects. Euh, on montre également comment la sécurité ferroviaire, en fait, elle se conçoit, elle accompagne la conception de tous les éléments du système ferroviaire, et ça ne se conçoit pas n'importe comment, hein. Donc, il y a des méthodes de conception, des méthodes de démonstration qui doivent être mises en œuvre, que personnellement je connais bien pour les avoir mises en œuvre moi-même lorsque j'étais Alstom, puis Matra Transport, maintenant Siemens. Et maintenant, en fait, je les contrôle en termes de organisme second regard, un métier que j'exerce en parallèle de mon métier de professeur à l'UTC. Donc on explique également ça, hein, la sécurité ferroviaire, elle est encadrée par un certain nombre de normes et de lois qu'il est important de connaître. Voilà, alors on rentre également un peu dans les détails du retour d'expérience en termes d'accidentologie, accidentologie tramway en particulier, où on fait intervenir l'organisme de tutelle qui s'appelle le service technique des remontées mécaniques et transports guidés, qui est un peu l'homologue de l'établissement public de sécurité ferroviaire pour le transport urbain, hein, puisque le master, comme son nom l'indique, traite du transport ferroviaire au sens ferroviaire conventionnel, grande ligne, hein, transport de voyageurs et de fret, mais également du transport urbain, donc qu'il s'agisse de métro, de tramway, voilà, de RER, de systèmes suburbains. On traite également l'aspect sécurité incendie, hein. On l'oublie peut-être trop souvent, mais un matériel roulant ferroviaire en particulier, c'est conçu suivant des normes très strictes qui font que, heureusement, ça ne brûle pas comme un véhicule routier. Et puis, on prend en compte l'aspect facteur humain et management de la sécurité. Donc, en plus de l'aspect technique, tout le volet humain de la sécurité ferroviaire est particulièrement important. Alors, c'est un module, vous le voyez, hein, beaucoup de sujets en seulement 3 jours. Un module très dense qui a lieu généralement au mois d'octobre, donc à l'école des ponts. Après, donc on a la signalisation qui là va avoir lieu à Compiègne. Donc les 2 modules, signalisation 1 et 2. Donc le module de signalisation 1 va traiter des concepts qui sont communs aux applications ferroviaires conventionnelles et urbaines. Et puis le module signalisation 2 va rentrer un peu plus dans les détails, en particulier technologiques, de la mise en œuvre de tout ça. Donc dans signalisation 1, on traite tout ce qui fait les fonctions de base de la signalisation, hein. Pour être capable de mettre en œuvre une signalisation ferroviaire, il faut être capable de détecter les trains, donc les différentes manières de détecter les trains. Il faut être capable de contrôler et commander les aiguillages dans ce qu'on appelle les postes d'aiguillage. Donc ça met en œuvre toute une série de techniques, hein, de contrôle et de commande des appareils de voie. On décrit bien évidemment les différents signaux, hein. Donc si vous avez toujours rêvé de savoir à quoi correspondent les feux que vous pouvez voir en bord de voie ferroviaire ou les différents types de panneaux, eh bien vous le saurez, tant dans le volet ferroviaire conventionnel où un intervenant SNCF passe la journée entière à vous expliquer tout ça. Donc vous saurez lire les signaux ferroviaires. Même chose pour le métro, où la signalisation du métro, elle a ses particularités qu'il est bon de connaître. Donc un intervenant RATP vient vous expliquer cela.
On parle un peu des systèmes historiques qui continuent à fonctionner même actuellement, hein. Le ferroviaire, c'est un domaine où la durée de vie des systèmes technologiques est assez longue, hein. On trouve encore des postes d'enclenchement qui sont purement mécaniques ou purement ou électromécaniques. Donc on en parle un peu. On parle aussi du présent et du futur, à savoir les systèmes qui permettent de communiquer avec les trains et de faire des systèmes d'automatisation plus ou moins variés. Donc c'est le système européen ERTMS pour le ferroviaire conventionnel, et puis c'est ce qu'on appelle les systèmes basés sur la communication, Communication Based Train Control, dans le domaine du métro. Voilà, alors ces sujets-là, ils sont présentés en SIG 1, approfondis en SIG 2. J'allais oublier, mais c'est important, on vient de terminer SIG 1 tout récemment. SIG 1 se conclut le vendredi par 2 visites techniques. Enfin là, cette année, on en a même eu 3, puisque nos amis de la RATP nous ont offert 2 visites. Donc l'une est dans une école de formation des agents de maintenance SNCF Réseau à Nanterre, où on voit en vrai tout ce dont il est question dans la semaine. Donc les mécanismes de verrouillage des aiguillages, de commande des aiguillages. On voit même une maquette ferroviaire qui est contrôlée par un vrai poste à relayage de vrais ferroviaires. Voilà, donc à Nanterre. Et puis on visite 2 postes de commande centralisés de métro. Enfin, cette année, on a eu la chance d'avoir 2 postes de commande centralisés du métro sur la ligne 4 et sur la ligne A du RER. En SIG 2, on approfondit tout ça, enfin les sujets déjà donnés, hein, ERTMS, CBTC. On va un peu plus loin dans les détails technologiques sur la détection des trains. Et puis, on va sur des sujets qui sont peut-être un peu plus le futur, hein, qui vous interrogent peut-être, c'est-à-dire bon, la manière dont on détecte les trains. Vous pourriez penser aux utilisations satellites type GPS ou autre, hein, puisqu'il n'y a pas que la galaxie GPS. Alors en fait, ça n'existe pas à l'heure actuelle, mais c'est en voie d'exister. Ça nous a paru important dans le master de traiter ça. Donc dans le futur, les systèmes seront intégrés dans la ferroviaire. On traite aussi des télécoms ferroviaires. Voilà. Bon, différents sujets liés à la maintenance, aux objets connectés qui sont traités. Et puis, donc, SIG 2 se conclut par une journée où en parallèle, on a des travaux pratiques sur les simulateurs qui sont présents à l'UTC. Donc, présents à l'UTC, vous allez pouvoir être aux commandes de la ligne à grande vitesse anglaise, la première qui s'appelle High Speed One, qui va de la sortie du tunnel sous la Manche à la gare de London Waterloo. Donc vous serez comme les aiguilleurs régulateurs qui sont sur place, et d'ailleurs même mieux installés, puisque nous avons un grand tableau de contrôle optique que n'ont pas la chance d'avoir les vrais aiguilleurs. Et puis vous avez une autre manip sur ERTMS, donc European Rail Traffic Management System. Vous prendrez les commandes d'un train en ERTMS simulé, bien sûr. Donc on vous montrera en vrai ce que ça fait de changer de niveau, de changer de mode, etc. On vous montrera le tout récent simulateur de train de fret autonome, mais bon, vous n'aurez pas la possibilité de maniper dessus, car il n'y a qu'un seul poste de conduite, mais on vous le montrera, il vaut la peine d'être vu. Et puis en parallèle des manips, la moitié de la promotion va soutenir un mini-projet qui se déroule pendant la semaine, donc avec 2 volets, donc suivant le monde dans lequel vous êtes, hein. Bon, souvent, vous arrivez dans le master, vous connaissez mieux le ferroviaire conventionnel ou au contraire mieux l'urbain. Et donc le but du jeu là est, si vous êtes plus urbain, on va vous mettre dans le monde du ferroviaire conventionnel ou l'inverse. Dans les 2 cas, l'idée sera un peu la même. Vous présentez un plan de gare, donc où l'emplacement des signaux est indiqué, mais les apparences possibles ne le sont pas. Donc c'est à vous de réfléchir en fonction des différents mouvements possibles, des apparences qui vont être pertinents sur les signaux, de décrire quelles sont les manœuvres qu'on va pouvoir effectuer dans ces gares, les différents itinéraires qui sont plus ou moins compatibles. Et voilà, alors ça vous fait un travail conséquent pendant la semaine qui se déroule après les cours en soirée. Bon, ça fait un travail conséquent, mais qui n'est pas fait pour
pour vous empêcher de dormir. Loin de là, normalement, ça se déroule très bien et tout le monde sort de là, je pense, enrichi. Hein. Bon. C'est bien évidemment, ça constitue l'évaluation de SIG 1, SIG 2, mais au-delà de ça, le fait d'être amené à réfléchir à soi-même sur une vraie étude de cas, car nos amis SNCF et RATP vous sortent bien évidemment des gares qui existent, dont ils ont supprimé les indications qu'il vous faudra remplir. Voilà un peu le domaine sécurité ferroviaire signalisation. Merci Walter. Maintenant, on va essayer de répondre aux différentes questions qui nous ont été posées en chat. Donc, je vais commencer par la première question qui nous a été posée par Kevin. Qu'est-ce que ça change que le master soit certifié RNCP? Je vais essayer de répondre rapidement. Le fait d'avoir été certifié RNCP permet notamment de financer les droits d'inscription par les entreprises à travers un contrat de professionnalisation. Notamment si vous êtes, par exemple, étudiant en fin d'études ou jeune salarié, normalement qui a moins de 26 ans, ou d'ailleurs si vous êtes en recherche d'emploi, vous pouvez postuler sur des offres en alternance auprès des entreprises du secteur qui, pour la plupart, vous verrez, vous demanderont d'être inscrit dans une formation reconnue RNCP. Ces dispositifs, en fait, permettent aux entreprises de défiscaliser les coûts de la formation et ça vous permet effectivement de ne pas donc payer de votre poche, en fait, les frais de formation qui sont pris en charge par l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant à la fois pour les candidats et pour l'entreprise. Nous avons à peu près un tiers de la promo, donc une promo c'est environ 25 personnes, qui est donc plutôt de ces profils, de ce type de profil, c'est-à-dire jeunes salariés ou même étudiants en fin de parcours qui donc postulent au master via les biais donc du contrat de professionnalisation en RNCP. Je vais maintenant lire la deuxième question qui a été posée par Alizé. Quels sont les débouchés métiers après avoir fait les masters spécialisés? Donc, je demande peut-être à Didier et à Walter s'ils veulent prendre cette question. Je ne sais pas qui commence. Bon, alors déjà pour commencer, beaucoup d'entre vous sont déjà embauchés des entreprises du ferroviaire, mais sinon, vous pouvez aller, si le master ferroviaire est l'introduction pour vous au domaine ferroviaire, vous pouvez, bon, déjà, il faudra trouver une entreprise pour être en alternance, mais vous pouvez trouver des débouchés soit chez les exploitants, soit chez les différents industriels, quels qu'ils soient. Hein. Alors, dans le domaine de la signalisation, qui est celui que je connais le mieux, les entreprises partenaires, bon, Alstom et Bombardier, c'est devenu la même chose. Hitachi, Thales, ça va bientôt devenir la même chose. Siemens, bien connu, voilà, va être très friand d'anciens élèves du ferroviaire, bien évidemment. Alors, je suppose que côté matériel roulant, ça va être évidemment tout à fait pareil. Ouais, enfin, moi, j'ai plus des exemples, comme la plupart des étudiants sont quand même déjà issus donc, du monde du ferroviaire. Moi, j'ai des exemples de spécialistes des bogies à Alstom-Le Creusot qui sont devenus, du coup, qui ont voulu changer de métier, qui avaient fait, on va dire, un petit peu le tour, et puis qui ont migré à Alstom-Saint-Ouen pour faire notamment de la signalisation ferroviaire. On a vu surtout ce genre de parcours de personnes qui ont évolué comme ça, quoi, vouloir changer de domaine. Après, je n'ai pas le recul, moi, pour savoir après ce que sont devenus de jeunes diplômés. Est-ce qu'effectivement, des jeunes diplômés, ça les aide à s'insérer? Mais ce n'est pas la majorité des gens qu'on a quand même. Oui, merci. Oui, pardon. Si je peux compléter sur la partie génie civil. De la même manière, il y a SNCF Réseau, mais il y a aussi beaucoup d'autres entreprises de bureaux d'études actuellement qui se montent. Il y a Gérop, CETEC, Sistra, Egis, etc. Et du coup, il y a pas mal pour la partie génie civil, il y a pas mal de débouchés aussi dans ce genre de bureaux d'études.
Oui, merci à tous les trois. Je rajouterai effectivement que suite aux enquêtes d'insertion qu'on fait 6 mois après la fin du master, on a un taux de réponse de 100% embauchés en CDI à l'issue du master. Normalement, donc, comme on l'a expliqué, on a une partie de la promo qui est déjà en fait euh, comment dire, composé par des salariés. Et ensuite, on a une partie qui donc rentre à travers les masters en contrat pro, en alternance dans des entreprises du secteur. Et voilà, la plupart du temps, en fait, à l'issue du master, ils sont embauchés directement en CDI dans ces mêmes entreprises. On a maintenant une question de la part d'Ismaïl pour Chloé plutôt, je dirais. Bonjour, faut-il se remettre à niveau en ce qui concerne les matières plus généralistes? Alors moi, je dirais que ça dépend un petit peu de quel est ton parcours scolaire initial et de ce que tu fais dans la vie. Mais globalement, j'ai envie de te dire que non. Parce que si tu as été admis dans le master, c'est que tu as un bagage technique qui a été supposé suffisant. Et après, enfin, moi, je prends mon exemple, hein. Moi, je m'y connais plutôt bien en génie civil. En génie électrique, absolument pas. On va pas se mentir, les modules de génie électrique, de signalisation notamment, ils ont été rudes pour moi. Et néanmoins, on commence par la base. Donc ça monte après en puissance. Mais forcément, c'est tellement complexe le ferroviaire que chacun va connaître un module ou deux et les autres va le découvrir. Donc enfin, on est là pour apprendre, quoi. Donc je pense pas. Pour appuyer ce que tu dis, bon, il faut quand même avoir un minimum de niveau en physique, mais si je prends le domaine, comme tu dis, alors, du génie électrique plutôt courant fort et tout ce qui est chaîne de traction, il y a d'ailleurs comment dire, un cours on va dire, de base hein, sur tout ce qui est électronique de puissance, électrotechnique, pour permettre d'aller plus loin dans le cours. Maintenant, voilà, c'est bien d'avoir de bonnes bases quand même, je pense, en physique. En physique. Alors, ça rejoint la question qui a été posée par Adrien. Peut-on postuler au master sans avoir un cursus universitaire d'ingénieur? Je vais essayer d'y répondre dans un premier temps et ensuite je laisserai donc les autres compléter. La réponse est pas forcément. C'est-à-dire que par le passé, on a eu aussi les cas de personnes qui étaient issues d'un cursus universitaire. D'ailleurs, il faut le rappeler, en général, dans les critères de sélection, donc il y a l'effet d'avoir un bac plus 5 ou voire un bac plus 4 avec justifiant cette année, moins 3 ans d'expérience professionnelle. Mais en tout cas, on a eu par le passé l'exemple de personnes qui provenaient d'un cursus universitaire qui n'était pas celui d'ingénieur, mais qui était par exemple celui de l'école de commerce ou voire juriste, transport de façon générale, économie, etc. Ces personnes se sont bien sorties dans le sens où effectivement cela demande certainement un petit effort hein, de mise à niveau probablement sur certains domaines plus techniques, mais ça n'a jamais été en tout cas un facteur discriminant pour donc déjà suivre, à être admis au master et ensuite réussir même les masters. Je ne sais pas si Walter ou Didier ou Chloé, vous voulez rajouter quelque chose aussi par rapport à ça? Non, moi je trouve que tu as bien dit. Effectivement, si on n'a vraiment pas de compétences ou de connaissances oui, de physique, ça va être plus compliqué, mais ça se fait, quoi. Oui, dans ta promo, Chloé, si mes souvenirs sont bons, je ne me souviens plus de son nom et de son prénom, mais il y a quelqu'un qui a fait Sciences Valentin. Po. Ouais, tout à fait. Valentin Bouzig, il a fait son. Oui, Valentin Bouzig. Mm. Bon, il s'en est très bien sorti quand même. Hein. Ça l'a même Tout à pas, fait. il a même fait des modules matériel roulant, je crois, si mes souvenirs sont bons. Oui. Ok, deux autres questions. La part de Issan, bonjour, quels sont les critères d'admission master en dehors du cursus académique ou professionnel? Alors, pareil, je vais essayer de résumer. Donc, si vous allez donc sur le site du master que je vais afficher donc dans le slide, vous avez les liens vers les dossiers d'inscription. Les dossiers d'inscription comportent tout d'abord un dossier administratif à remplir. Ensuite, vous aurez besoin donc de produire bien évidemment votre CV, une lettre de motivation,
une ou plusieurs lettres de recommandation. Donc, ça peut être des lettres de recommandation d'employés ou même des professeurs universitaires si vous êtes encore étudiant. Vous aurez à répondre aussi à une question annexe. Si votre dossier est retenu, ensuite, on vous fera passer un entretien oral. Dans cet entretien oral, bien évidemment, on revient sur votre dossier, sur votre parcours, sur votre motivation, voire sur vos connaissances, en fonction, bien évidemment, de votre domaine. Ce n'est pas un examen, c'est plutôt un entretien de motivation. L'idée, c'est effectivement de regarder tout d'abord que votre projet professionnel soit cohérent. C'est-à-dire que l'inscription, en fait, dans le master s'inscrit, enfin, la volonté, en fait, de suivre le master s'inscrit dans la continuité de votre parcours professionnel, voire, pourquoi pas, aussi une volonté de, comment dire, vous positionner sur un domaine spécifique. En tout cas, voilà, je pense que pour répondre à cette question, je dirais que c'est surtout en fait le parcours, enfin la motivation qui compte et bien évidemment également la possibilité de financement, le fait que vous ayez une entreprise qui vous soutient ou éventuellement la facilité éventuellement à trouver effectivement une entreprise qui puisse vous accueillir pendant l'année des mid-master. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Autrement, je vais passer aux deux autres questions qui ont été posées, vu qu'il ne reste que 10 minutes. Alors, quelle est la date limite pour candidater et quelle est la sélection avec un bac plus 5 en poche? Il y a un entretien. Je pense qu'on a répondu en partie à cette question. La date limite, c'est quand même assez important. Donc, on l'a mis dans ce slide, c'est le 30 juin 2023. On vous invite quand même à monter votre dossier rapidement, tout simplement parce que en ayant beaucoup de dossiers, il est bien qu'on puisse anticiper en fait votre demande et vous laisser également le temps pour trouver une entreprise qui vous accueille en fait en contrat de professionnalisation ou en stage à partir de la rentrée. Si vous candidatez à la dernière minute, je dirais, la période estivale, notamment les mois de juillet et août en général, sont plutôt défavorables pour trouver ce type de contrat dans les entreprises. Donc, on vous invite vraiment, du fait que les inscriptions sont déjà ouvertes, si vous avez un projet professionnel cohérent, à monter votre dossier et nous, on fait passer des entretiens en fait au fil de l'eau, c'est-à-dire en général, 1 à 2 fois par mois, il y a des séances d'entretien avec jury qui permet donc d'être sélectionné pour le master. Dernière question qu'on a reçue. Donc, pour négocier un temps partiel auprès de son employeur actuel, quel argument peut-on donner afin de convaincre sa hiérarchie de la valeur ajoutée du master pour les collaborateurs et l'entreprise? Et même question pour les financements éventuels. Merci, de la part de Gaël. Chloé, est-ce que tu veux répondre à cette question? Tout à fait. Alors moi, ce que je dirais, c'est qu'en fait, on n'est pas en temps partiel, hein, on est en formation pendant effectivement la moitié de l'année, mais c'est pas un temps partiel. Moi, j'ai gardé ma paye normale. Donc là où ça peut être pertinent, enfin, moi, je te conseille d'aller voir tes RH directement. En quoi il s'inscrit? J'imagine que tu es dans une boîte qui fait déjà du ferroviaire, donc en quoi il s'inscrit dans la lignée de ce que tu fais déjà et en quoi il va pouvoir te permettre, avec la vision système que tu vas acquérir, d'être plus pertinent sur tes projets. Mais en tout cas, c'est pas un temps partiel. Et du coup, c'est l'entreprise qui finance la formation. Donc oui, rapproche-toi vraiment des RH. Effectivement, les projets sur lesquels tu travailles, ils ne s'arrêtent pas, mais une semaine sur deux, tu es dans l'entreprise et une semaine sur deux, tu travailles sur tes projets. Sur deux, la semaine, enfin évidemment, la semaine où on est en cours, parfois, il faut faire quand même des petites réunions
avant les cours, le midi ou le soir pour que ta vie professionnelle continue, on va dire. Mais vraiment, c'est l'entreprise qui prend en charge tout ça. Merci Chloé. Didier, Walter, vous voulez rajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a fait un large tour d'horizon, effectivement. Ok, très bien. Oui, je rebondis effectivement sous cette question. Il ne s'agit pas effectivement d'un temps partiel, même s'il peut arriver. Hein, c'est arrivé également par le passé que avec certaines entreprises, les salariés soient obligés de négocier un temps partiel. Dans tous les cas, voilà, comme l'a dit Chloé, il faut d'abord avoir un entretien avec les RH pour voir quel dispositif en fait de formation en fonction de votre âge, de votre situation professionnelle, vous pouvez faire valoir. Ensuite, il faut parler également avec votre hiérarchie directe, votre management, pour justement leur montrer la valeur ajoutée que cela peut avoir également dans le cadre du travail. Je reviens également sur le sujet de la thèse professionnelle. Comme je l'ai expliqué, la plupart des thèses professionnelles sont réalisées donc en entreprise et en collaboration avec l'entreprise. C'est-à-dire que pendant cette période, vous allez travailler sur un sujet qui intéresse l'entreprise, pour laquelle vous allez mettre en pratique des connaissances acquises à travers les masters. Certaines thèses professionnelles font également l'objet d'une confidentialité parce qu'effectivement il s'agit de procédés innovants ou même voilà de choses sur lesquelles l'entreprise souhaite garder une certaine maîtrise. C'est tout à fait possible. Donc il y a effectivement cette discussion, je dirais, à mener à la fois avec votre hiérarchie et votre RH pour voir quelle est la formule, je dirais, que mieux s'adapte à votre condition, à votre situation et également au projet professionnel qui est derrière. Comme je l'ai dit au début, l'idée de ces masters, c'était de former surtout des gens qui puissent évoluer vers des postes à haute responsabilité, notamment des postes de chef de projet, des directions de projet, des directeurs de département. Ça va peut-être pas arriver tout de suite à l'issue du master, ça dépend de votre âge, bien évidemment, mais c'est plutôt avec cette visée, je dirais, à long terme, d'acquérir donc une vision système, des compétences transversales, et c'est pour ça qu'on insiste aussi beaucoup à travers les masters sur la capacité à mener des projets en équipe. Le fait également de savoir manager une équipe avec des profils différents, issus de différents backgrounds, avec différentes expertises et différents âges, c'est quelque chose que vous allez apprendre à travers les masters. À travers les masters, on insiste beaucoup également sur les capacités de présentation orale, que ce soit dans le cadre de mini-projets ou même des exposés. C'est quelque chose qui est très important, je pense, dans l'idée, effectivement, de mûrir professionnellement sur ces aspects-là. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, comme il nous reste que 3 minutes, je dirais à nos intervenants s'ils veulent rajouter un mot pour la fin. Donc, Didier. Bon, écoute, je pense que tout a été bien résumé dans ce webinaire. Non, on vous attend nombreux. J'espère qu'il y aura beaucoup de candidats. Donc, et voilà. Et à très vite, en tout cas pour moi à Valenciennes, quoi. Walter? Oui, de même, on espère que cette brève introduction vous aura mis l'eau à la bouche et donné envie de nous rejoindre. Donc voilà, on espère que vous serez nombreux à candidater, que voilà, sachez que dans les nombreux alumni, il y a des gens qui ont maintenant des postes de très très haut niveau. Et voilà, ça vous ouvre des perspectives qui, j'espère, vous auront intéressé aujourd'hui. Chloé? Oui, moi je vous conseille de postuler. Si vous êtes là, c'est que vous vous posez quand même déjà quelques questions. Je pense que c'est vraiment une formation qui est enrichissante à tout point de vue et de haut niveau. Donc, postulez. Merci. Donc, merci encore une fois à nos intervenants.
Merci à tous ceux qui ont suivi donc les webinaires. J'espère que nous avons pu vous apporter donc des éclaircissements et surtout que nous vous avons incité donc à postuler au master. Les liens d'inscription donc il est affiché à l'écran. Comme aussi on vous a communiqué via la chat. Si vous êtes intéressé à la fois pour avoir plus d'informations ou également pour recevoir un exemplaire du yearbook donc, que j'ai présenté tout à l'heure sur les projets dans les pays de développement, n'hésitez pas à envoyer un mail à info-ms@npc.fr et on sera ravis, bien évidemment, de vous répondre et de vous offrir, bien évidemment, un exemplaire de ces yearbooks. Merci encore à tous pour nous avoir suivis et à très bientôt, j'espère.